sommes de retour en direct dans cette édition du 3 octobre 2024 de votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers, au décryptage et à l'analyse des faits économiques, géopolitiques, monétaires. Et qui de mieux que Pierre Sabatier pour nous éclairer sur ces points ? Eh bien personne. Du coup, bonjour Pierre Sabatier. Bonjour. Merci beaucoup Pierre d'être avec nous ce matin. Pierre Sabatier, vous êtes économiste prospectiviste, président fondateur du cabinet PrimeView, avec nous régulièrement pour décortiquer, décrypter, analyser justement l'actualité. Et l'actualité actuellement, c'est l'international, les tensions au Proche-Orient. Ce matin encore, on apprenait qu'un bombardement avait fait 6 morts au Liban, à Beyrouth. Les investisseurs ont clairement les yeux rivés vers cette région. Pierre, quel peut être l'impact de cet embrasement sur l'économie mondiale et française, selon vous ? L'impact direct nous paraît relativement limité aujourd'hui parce qu'en fait ce choc intervient après d'autres chocs un petit peu du même ordre, même si c'est pas tout à fait dans la même région, et ce qui fait que d'ores et déjà en fait l'économie mondiale s'est polarisée ou s'est repolarisée autour de grands blocs, et j'ai presque envie de dire que in fine on estime qu'il y a relativement peu de chances que le conflit actuel aboutisse à un choc d'offres de production, notamment en termes de matières premières, et conséquence de quoi on est relativement à l'aise sur le fait qu'on n'ait pas de résurgence d'inflation qui serait l'héritage en fait de ce conflit-là. Comme vous avez pu vous en apercevoir, le choc pourtant qui était un vrai game changer associé à la guerre entre la Russie et l'Ukraine a d'ores et déjà finalement fait rebasculer la Russie côté Chine. On a déjà une répartition finalement du monde autour de 2 grands blocs, et malheureusement l'Europe compte un peu les points dans ce domaine, donc les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et tout se repolarise autour de ça, et on estime que le choc actuel n'est pas susceptible d'entraîner on va dire de résurgence d'inflation, d'autant plus qu'il se fait dans un contexte où la demande est faible et la demande ralentit. C'est-à-dire que si on était dans une situation où au contraire on était sur une économie qui était bullish, à savoir où la demande caracolait partout, alors certains ont l'espoir qu'avec les mesures prises par le gouvernement chinois tout ça revienne, mais enfin entre guillemets il faudra du temps pour cela, donc on est plutôt dans un momentum d'économie mondiale, de ralentissement de l'économie mondiale. D'ailleurs, la question qui se pose aux US, c'est soft landing ou récession. C'est pas celui en fait d'une croissance qui va caracoler en fait dans les trimestres à venir. Donc concrètement, on est dans un contexte où la demande ralentit, ça met déjà en fait une pression à la baisse sur les prix, et le choc d'offre devrait être limité parce qu'on a déjà une recomposition en fait de l'échiquier mondial en termes de chaîne d'approvisionnement. Donc en termes d'économie. Et d'ailleurs, en termes de marché aussi, on constate que l'impact aujourd'hui projeté est limité. Évidemment, s'il y avait un embrasement mondial, là, on parle d'autre chose. On ne parlerait plus en fait de ces sujets-là en ces termes, évidemment. Mais pour l'instant, on reste sur un conflit local qui n'a pas de conséquences outre mesure sur l'économie mondiale et d'ailleurs non plus sur les marchés, puisqu'on pourrait s'attendre à ce qu'on ait une prime du risque géopolitique. Qu'est-ce que c'est une prime de risque ? C'est quand les investisseurs doivent intégrer dans leurs prévisions, je dirais, une prime d'imprévisibilité, et naturellement, du coup, ils sont plus exigeants quant aux investissements. Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir une prime de risque, notamment sur les actifs risqués que sont les marchés actions. On le constate assez peu, puisqu'il y a relativement peu d'impact. Les marchés sont à peu près à tonnes, entre 0 et 10 pour les marchés européens en fait, depuis le début de l'année, et le conflit actuel n'a pas vraiment changé la donne. Donc si à la limite c'est positif pour qui ? Pour l'or, mais qu'est-ce qui n'est pas positif pour l'or au cours des dernières années ? Finalement, on peut s'interroger. Oui, très clair. Donc du coup, si je comprends bien, il n'est pas nécessaire, par la force des choses, de mettre en place des stratégies de couverture face à cette émergence, à ce renforcement des tensions géopolitiques au Proche-Orient qui pourrait embraser toute la région. Le Moyen-Orient, c'est 30% le Moyen-Orient de la production mondiale de pétrole. C'est quand même assez important. Mais vous oui, alors, ça dépend de quelle couverture on parle. Si on est un consommateur, c'est-à-dire un producteur qui utilise des matières premières, c'est toujours mieux en fait d'avoir des protections, parce que pour le coup, là, si jamais on était surpris par un mouvement rapide et violent dans un sens ou dans un autre, là, il pourrait souffrir. D'un point de vue plus marché, j'ai presque envie de dire en plus, il faut faire attention. On est dans un moment où les marchés pourraient même voir cet effet ralentisseur encore un peu plus violent de l'économie mondiale associé au conflit actuel comme un vecteur qui entraînera ou poussera les banques centrales ou nos grandes banques centrales à accélérer leur politique de baisse de taux d'intérêt. Et ça, c'est plutôt un facteur positif sur les marchés. Donc, prendre des positions
à l'envers du marché. J'ai pas dit qu'il fallait être très acheteur, mais à l'envers du marché dans ces conséquences-là, enfin dans ces conditions-là, pardon, ça nous paraît un pari risqué, hein, peut-être plus risqué qu'une forme de neutralité, de prudence raisonnée, raisonnable. Alors quand vous parlez de couverture, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer à la baisse les marchés. Si, vous pouvez éventuellement acheter ce qu'on appelle des options très en dehors de la monnaie, qui sont l'arme classique pour envisager un choc brutal et de grande envergure. Mais voilà, ça s'appelle des options de vente, des puts très en dehors de la monnaie, c'est-à-dire en fait avec des horizons des strikes qui sont assez éloignés des cours actuels. Donc, mais ça, c'est vraiment pas à notre sens nécessaire, hormis pour les producteurs qui, eux, ont un besoin vital en fait de se protéger contre la volatilité des prix, puisqu'ils l'utilisent dans leur chaîne de production. Pierre, juste avant de passer à l'actualité française, vous avez dit que l'économie mondiale se polarisait entre deux blocs. D'un côté, le bloc américain, de l'autre côté, le bloc asiatique, je puis dire, le bloc chinois. Oui. Au milieu, l'Europe qui finalement voit le train un peu passer. Est-ce que Emmanuel Macron, hier à Berlin, disait que l'Europe est en danger si elle n'investit pas massivement? Je suis désolé, c'est une question que je ne vous ai pas envoyée, mais c'est toute l'actualité. Est-ce que vous êtes... Eh bien, écoutez, merci. J'ai l'habitude de répondre à des questions qui ne me sont pas envoyées, rassurez-vous. Écoutez, tant mieux. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, effectivement, vous pensez que l'Europe est en danger si elle n'investit pas massivement, notamment en suivant le rapport de Mario Draghi qui préconise 800 milliards d'investissements supplémentaires? Alors, investir, c'est pour faire quoi? Déjà, l'Europe est en danger, mais c'est pas la seule au niveau planétaire. Tout simplement, elle est en danger parce qu'elle est en déclin profond, tout simplement parce que sa pyramide des âges et sa démographie la met elle-même en danger. Je rappelle tout de même que le taux de croissance potentiel, quand on dit on voit le train passer, ça m'amuse souvent parce que les gens n'ont pas en tête que finalement le taux de croissance qu'on peut espérer sans utiliser des leviers factices, un surinvestissement lié à un surendettement par exemple, elle est très associée à ce que nous sommes en tant que population, puisque la richesse créée dans toutes les zones, c'est quoi? C'est la consommation des ménages, l'investissement des ménages et des entreprises dans une moindre mesure, et l'État dans encore une moindre mesure. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'Europe, tout comme le Japon, a une pyramide des âges. La France est un peu moins touchée par ce fléau, mais elle l'est aussi, de vieillissement de la population qui va amener à une baisse de la population active, puis ensuite à une baisse de la population tout court au niveau européen. C'est ça le danger, c'est qu'en fait, il ne faut pas rêver. Dans un monde dans lequel en fait, les autres populations croissent, le fait en fait, de voir moins d'Européens à horizon sur cette planète que par le passé entraînera naturellement l'Europe vers une forme de déclin global. Mais pas forcément de déclin individuel. C'est-à-dire que la richesse par habitant ne va pas forcément décliner, mais la richesse agrégée, de fait, vu qu'on sera moins nombreux alors que d'autres continuent de croître. Le taux de croissance potentiel européen, il converge à terme. Alors là, aujourd'hui, il est d'ores et déjà entre 0,5 et 1, mais il convergera vers 0, voire même, en fait, tombera en territoire négatif d'ici une quinzaine d'années. Tout comme le Japon, s'il n'avait pas utilisé des leviers factices, artificiels, serait d'ores et déjà quasi en permanence avec des taux afficherait en permanence des taux de croissance qui sont négatifs, tout simplement parce que, et là je prends cet exemple parce que c'est toujours mieux en fait d'aller chercher ailleurs, c'est moins violent, moins brutal, mais pourquoi les Japonais sont dans cette situation? Tout simplement parce que leur population vieillit à vitesse grand V et le vieillissement débouche à terme sur le déclin de sa population. Les Japonais étaient 127 millions de personnes il y a quelques années, aujourd'hui ils sont 124. Donc tout ça est naturel. Donc ce déclin-là, il est presque intrinsèque. Et donc intrinsèque à une pyramide des âges qui, dans un monde qui continue de croître, eh bien, ce n'est plus le cas des Européens dans leur ensemble. Donc ça, c'est un premier sujet. Après, le deuxième danger européen, il est moins associé en fait, à une absence d'investissement ou une absence de capacité de créativité, de création, parce qu'on est les ingénieurs mondiaux en fait les meilleurs ingénieurs mondiaux sont souvent européens, d'ailleurs souvent français. Il faut s'en féliciter. Donc on n'a pas de problème de ce type. On a un autre problème quand même qui est unique dans l'histoire, c'est que on a une zone euro à qui on a délégué le pouvoir monétaire, le pouvoir de battre monnaie, alors qu'on a en fait des pouvoirs législatifs qui restent des pouvoirs nationaux. Ça n'existe pas dans l'histoire. Il faut l'avoir en tête. La France est la France parce qu'à l'époque, le royaume de France, qui est constitué juste l'Île-de-France, a pu étouffer les duchés à travers son pouvoir de battre monnaie. Les deux attributs qui font la légitimité politique sont le pouvoir de légiférer et le pouvoir de battre monnaie. Et c'est d'ailleurs la seule entité qui, en fait, aujourd'hui peut vous regarder droit dans les yeux et dire « je vous réglerai toujours ce que je vous dois ». Alors même si c'est en monnaie de singe, parce que c'est le seul qui peut descendre dans la cave, imprimer des billets de banque théoriquement et vous les donner, contre quoi en fait voilà, il a répondu à ses engagements contractuels. Si vous le faites, vous finirez en prison, pas l'État. Sauf que l'Europe est d'une certaine manière une anomalie historique puisqu'on a dissocié pouvoir de battre monnaie de pouvoir de légiférer. Alors pour l'instant, on a à peu près
équilibrer la position ou stabiliser la position de déséquilibre à travers du quantitative easing et une banque centrale européenne qui a été très motivée pour soutenir tout ça. Combien de temps ça durera, je ne sais pas, parce qu'on a aujourd'hui des positions nationales au sein même de la zone euro qui divergent de plus en plus. La France avec ses problèmes de finances publiques et l'Allemagne avec ses excédents d'ailleurs qui sont tout aussi insensés d'ailleurs que les déficits français. Et donc on est face à cette situation où on a une entité globale qui doit agréger des hétérogénéités qui seront de plus en plus difficiles avec le temps à faire vivre. Donc ne soyons pas dupes, ce n'est pas qu'un problème d'investissement. Aujourd'hui, en fait, en Europe, c'est un problème beaucoup plus structurel et qui pose en fait presque le sujet du projet de société européen dans le monde qui vient. Alors, nous sommes toujours sur TV Finance avec Pierre Sabatier. Pierre, désormais, on va passer à l'actualité française. Donc, cette semaine, Michel Barnier, nouveau Premier ministre, a présenté sa feuille de route lors de son discours de politique générale devant les députés. Il a notamment fait référence à la hausse de la fiscalité, hausse de fiscalité qui devrait être temporaire. Ceci étant, certains disent que cette hausse de fiscalité est totalement à proscrire parce qu'elle peserait sur la croissance. Est-ce que c'est vrai selon vous? D'après vous. Alors, ça dépend quelle fiscalité, mais évidemment, en gros, ce qui ne sent pas bon en fait pour la France, et d'ailleurs ça, les marchés en fait l'ont déjà intégré. Vous regardez, là, il y a une vraie. Là, tout à l'heure, on parlait de prime de risque géopolitique qui n'existe pas, qui n'est pas intégrée par les investisseurs et par les marchés. La prime de risque politique française l'est. Moins sur les taux d'intérêt, parce que tout le monde vous dit la France paye aujourd'hui en fait sa dette tout comme l'Espagne. Enfin, les taux d'intérêt à 10 ans français sont à 2,79, c'est-à-dire bien inférieurs à ce qu'ils étaient au mois de juin. Donc oui, il y a un petit écartement des spreads, mais tout ça, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas là où il y a la vraie prime de risque politique. Par contre, sur les marchés actions, là pour le coup, vous avez un CAC 40 qui, pour le coup, intègre une prime de risque politique beaucoup plus grande que les autres. Est-ce justifié? Probablement oui. Parce que aujourd'hui, on est face à un double danger vous savez, la manière dont on pilote normalement une économie, c'est que lorsqu'on veut qu'elle ralentisse, on peut soit faire de la rigueur budgétaire, soit faire de la rigueur monétaire, soit faire les deux en même temps. Alors là, vous êtes sûr que ça ralentit. Aujourd'hui, en fait, alors même qu'on est face à une économie française qui est au ralenti, on a une politique monétaire qui reste restrictive, même si la Banque centrale européenne va progressivement baisser ses taux. Mais enfin, ça reste encore bien plus douloureux que le traitement qu'on avait en fait il y a 2 ans. Et au même moment, la France se met à faire de la rigueur budgétaire. Parce que c'est ça, d'une certaine manière, en fait, la fiscalité, soit par les dépenses, soit par la fiscalité. En gros, on va faire moins de déficit public, on souhaite faire moins de déficit public, c'est-à-dire qu'on veut moins être en soutien d'une manière ou d'une autre des agents privés. Donc, ça veut dire concrètement qu'on a un moment ou un momentum très, très malvenu, à savoir une politique monétaire trop restrictive pour pouvoir permettre une politique de rigueur budgétaire immédiate. Donc, pour la France, très honnêtement, ça sent pas bon. Pour le coup, en termes de perspective. Alors la France en moyenne, dans les pays de l'OCDE, l'impôt sur les sociétés est de l'ordre de 32%. En France, il a été ramené à 25% pendant les 7 années de présidence d'Emmanuel Macron. On suppose que la hausse va concerner l'IS, il va être ramené à 32%. Est-ce que c'est judicieux de rompre avec cette confiance fiscale installée par Emmanuel Macron pendant sa présidence ? Alors, je résumerai mon propos en disant que je n'aurai pas peu de temps en fait de vous expliquer peut-être les fondations sur lesquelles on pourrait faire une vraie réforme fiscale qui dépasse d'ailleurs juste un chiffre, qui est le taux d'IS, alors qu'il cache des disparités qui sont gigantesques. Il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin en fait sur ce sujet-là. Je vais simplement vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, la question de l'IS n'est pas forcément la plus importante. La question la plus importante en France, c'est celle de l'impôt de production. C'est celle qui pèse sur le travail. Aujourd'hui, si d'une certaine manière, en gros, vous pourriez éventuellement envisager une augmentation des taux d'IS, mais en contrepartie de quoi? Pour aider les entreprises à créer plus de richesses et donc plus d'emplois, et donc d'une certaine manière à auto-alimenter finalement la richesse qu'on crée, il faudrait entre guillemets faire des efforts en termes de fiscalité du travail. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas en fait finalement cette compensation. On peut envisager une augmentation de la fiscalité finale, mais
à la condition, surtout au regard de la pression fiscale totale en France, d'alléger en fait, la fiscalité du travail. Or, aujourd'hui, malheureusement, on voit les choses comme si l'État était finalement une entité qui vivait sa vie de manière indépendante des agents privés. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'imaginer qu'on puisse augmenter les impôts pour régler le problème de l'État, c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc la réalité, c'est que pour que l'État s'en sorte, il faut que les agents privés se portent mieux. Les agents privés sont de deux sortes, les entreprises et les ménages. Donc la seule manière aujourd'hui en fait de les aider, c'est essentiel. C'est peut-être moins via de la fiscalité finale, qui a été finalement le levier qu'on a utilisé au cours des 40 dernières années. Et d'ailleurs, ce n'est pas que français. Alors, au niveau mondial, ça fait 40 ans qu'on a travaillé sur ces thématiques-là. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps, pour le coup, de se focaliser plus sur les impôts de production pour libérer de l'énergie, des marges de manœuvre, donc des marges, en fait, aux entreprises qui permettront, entre guillemets, d'auto-alimenter la croissance et de la rendre moins dépendante, justement, de la sphère publique. C'est ça le sujet. Surtout pas imaginer qu'on puisse régler la problématique actuelle de l'État en considérant l'État comme une entité autonome des agents privés que sont les ménages et les entreprises. La seule manière... On comprend bien, Pierre. Ceci étant, ces hausses d'impôts sont extrêmement populaires. Et c'est peut-être tout ça le problème, c'est que peut-être que le paradigme français actuel nécessiterait peut-être de soulager, justement, comme vous dites, les agents privés pour qu'ils puissent investir, consommer. Mais c'est pas ce que la rue souhaite, en fait. Si vous proposez à la rue de rapprocher le salaire net du salaire brut, je vous assure qu'ils seront très très heureux. Non, encore une fois, la question est celle-ci, c'est en fait qu'est-ce qui est le plus utile aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus utile pour soutenir la richesse qu'on crée de manière autonome dans un pays? Pourquoi c'est d'autant plus utile? C'est que lorsque vous travaillez sur la fiscalité du travail, vous travaillez sur la fiscalité du travail de tout le monde, y compris des gens qui en peu. Or, vous savez bien que finalement, donner 1 euro de plus est beaucoup plus efficace pour retrouver finalement cet euro et le réinjecter dans l'économie réelle lorsqu'on parle en fait de salaires, on va dire, raisonnables par rapport en fait aux très gros salaires. Et l'avantage de travailler sur la fiscalité du travail, c'est qu'on dissémine finalement, on soulage une très grande proportion de la population, quel que soit son niveau de revenu, pas limité d'ailleurs au SMIC, mais limité à tous les niveaux de revenus qui sont des niveaux raisonnables. Et ça, vous êtes à peu près certain de retrouver ce soulagement-là dans l'économie réelle, parce que la propension à épargner de 80% de la population est quasi nulle. C'est-à-dire que lorsqu'elle gagne un peu plus, eh bien, elle consomme immédiatement ce un peu plus, tout simplement parce qu'elle n'est pas à saturation en termes de... Alors que lorsqu'on travaille sur les populations qui sont plus fortunées, là, en l'occurrence, on a une fuite, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent en plus est plus épargné que consommer. Et donc, on n'a pas d'augmentation de la croissance. Donc, je répète, la question de la fiscalité, il faut faire un pas de côté. Si on a besoin d'un peu plus de fiscalité finale, c'est pas impossible. Ça serait pas d'ailleurs déraisonnable. Et je vous assure que tous les pays y passeront. C'est-à-dire que tous les pays, notamment les États-Unis, qui ont réduit à peau de chagrin en fait le taux d'IS au cours des 40 dernières années, ils devront entre guillemets l'augmenter. Mais la question de fond, c'est l'augmenter tout seul. Ça fera mal et ça entraînera entre guillemets des problèmes en termes de croissance économique. La manière en fait de le contrebalancer, c'est alléger la fiscalité du travail. Encore plus en France. Pourtant, Pierre, quand on regarde le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des comptes publics en 2023, eh bien, on se rend compte que malgré le fait que la pression fiscale soit une des plus élevées en France au monde, eh bien, les recettes fiscales ont diminué au cours de l'exercice 2023. Est-ce que le problème, c'est pas juste une orientation, une réorientation de la captation des recettes fiscales vers là où on en a réellement besoin, en fait, finalement, par la force des choses? Alors, là aussi, je ne vais pas avoir le temps. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'être le plus précis possible avec le peu de temps imparti. Deux éléments quand même plus fondamentaux, là, plus structurels. Là, je parlais de conjoncturel pour tout de suite. Des éléments plus structurels. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de croissance potentielle qui baisse. Ça veut dire que concrètement, il faut quand même avoir en tête que même si on est au taquet, on est les meilleurs du monde, le taux de croissance à l'avenir sera plus faible que celui dont on a bénéficié au cours des 40 dernières années. C'est écrit dans notre ADN démographique, c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Donc notre objectif, c'est d'être au top de ce qu'on peut espérer, de la fourchette de croissance potentielle qui est la nôtre, mais on ne pourra pas dépasser un certain stade. Ça veut dire que de manière corrélée, si le taux de croissance potentielle baisse, le taux d'augmentation des recettes fiscales, avant même, au-delà même de sa baisse, mais enfin, au mieux se stabilisera, augmentera faiblement. Ça veut dire qu'en face, il faut absolument adapter nos modèles d'organisation et faire des arbitrages pour que nos modèles de dépenses publiques ne génèrent pas automatiquement une inflation supérieure à l'espérance de recettes fiscales qui sera la nôtre en fait à l'avenir. Donc concrètement, pour aller abonder dans votre sens, clairement, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas un sujet d'adaptation.
C'est un sujet de reconstruction de notre modèle social, pas parce qu'il est mauvais ou bon, parce qu'il est adapté à ce que nous étions et ce que nous pouvions espérer en termes de taux de croissance dans les 70, 80, 90. Aujourd'hui, ce taux de croissance potentiel baissant, le taux d'augmentation des recettes fiscales baisse d'autant, et donc on ne peut pas supporter un niveau de dépenses publiques qui augmente de manière naturelle, en sachant que, manque de bol, une population qui vieillit, naturellement, voit ses dépenses publiques augmenter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler plus fondamentalement. C'est pas en fait juste l'épaisseur du trait sur lequel il va falloir se reposer la question. Le modèle d'organisation, probablement foncièrement différent du passé. Faire des arbitrages, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire, et poser des arbitrages. Ok, donc très clairement, dernière question, notre modèle social coûte trop cher. Non. Je ne le dirais pas comme ça. Je dis que dans la vie, on adorerait pouvoir tout faire, mais il y a un principe de réalité qui fait qu'il ne coûte pas trop cher. Il était adapté à ce que nous étions, il ne l'est plus parce que nous n'avons pas les moyens de soutenir non son coût actuel, mais surtout le coût futur. Donc il est probable qu'il faille l'adapter. Mais bon, dans la vie, comme dans toute entreprise, comme dans tout ménage, en fait, voilà, ses besoins à 30 ans ne sont pas ceux qu'on a à 60 ans. Et je rappellerai même qu'en physique, le mouvement, c'est la vie. Donc le fait d'avoir un modèle social qui évolue, c'est plutôt bon signe, puisque je rappelle qu'un vélo qui s'arrête de rouler, il tombe. Et en physique, l'absence de mouvement, c'est la mort. Donc, bon, d'une certaine manière, il faut rendre vivant notre modèle d'organisation et l'adapter au regard de ce que nous devenons. Eh ben écoutez, c'est la raison pour laquelle on va suivre très attentivement tous les dénouements concernant le vote de la loi fiscale, la loi finance 2025. C'est prévu pour mi-octobre. Du coup, voilà, tout ça va nous donner des indications. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous ce matin. Pierre Sabatier, je rappelle que vous êtes économiste, prospectiviste, président fondateur du cabinet PrimeView, avec nous régulièrement sur TV Finance pour décortiquer l'actualité. Et en ce moment, l'actualité est très riche. On a donc besoin de vos éclairages. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée Pierre et je vous dis à très bientôt. Nous de notre côté, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.